Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa. Avec lui, nous allons parler du Royaume-Uni. 3 personnalités d'origine africaine à des postes clés du gouvernement Listros. Et puis Russie, Poutine ne sera pas invité aux funérailles de la reine Elisabeth II. On termine par la Guinée. Nous sommes en Afrique. Plainte contre Mamadi Doumbouya, le chef de la junte à Paris, en France. Maître Éric Emmanuel Sosa, bonjour, vous allez bien? Vous êtes un célèbre avocat au barreau du Togo. Tout va bien, maître? Ça va, merci, on ne peut pas se plaindre. Allez, on va parler du Royaume-Uni. Vous connaissez Paul Boateng, Maître Éric Emmanuel Sosa. C'était pour la première fois en 2002 sous le Premier ministre travailliste Tony Blair. Un Africain d'origine a été nommé dans son gouvernement. Cette fois-ci, ils sont 3 personnalités à être dans le nouveau gouvernement de Listros. Il s'agit d'abord de Kwasi Kwarteng. Il est d'origine africaine, Maître Éric Emmanuel Sosa, plus précisément du Ghana. Il est au poste des finances, un poste clé. Oui, écoutez, il est souvent aujourd'hui dans les pays européens devenu quasi coutumier de faire quelques clins d'œil aux membres issus de la diaspora, à l'élite issue de la diaspora, parce que là, du coup, ce sont des gens qui sont particulièrement distingués socialement et qui se sont imposés par leurs compétences seulement, et pas uniquement par leur couleur de peau. Souvenez-vous, en France, le courant est aussi en train de s'affirmer. Bon, en France, on a eu Madame Taubira, ministre de la Justice. C'était la première fois que quelqu'un issu des diasporas noires avait accédé à un poste aussi élevé, disons un ministère de souveraineté en France. C'était jamais vu. Bon, aujourd'hui, nous avons Pape Ndiaye à l'éducation nationale. Quand on connaît ce que représente le ministère de l'Éducation nationale en France, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas uniquement pour faire de la figuration. Et bon, parfois, c'est vrai, on a donné quelques nominations qui étaient, allez, on va dire, taxées de cosmétiques. D'accord ? Bon, il ne faut pas vexer qui que ce soit en donnant des noms, mais effectivement, certaines nominations n'avaient rien de très particulier. Il y a eu des ministères qui ont disparu avec la personne quand on a fait un remaniement ministériel. Alors que là, on est dans la gouvernance pérenne. On a, disons, placé des gens issus de l'immigration à des postes régaliens. C'est important. Donc, on a la même tendance qui se confirme en Grande-Bretagne. Bon, mais déjà, en Grande-Bretagne, il y avait beaucoup de fois, dans les gouvernements qui ont précédé, des gens issus de l'immigration, notamment asiatique, indienne principalement. Bon, le maire de Londres, M. Patel, est d'origine indienne. Bon, ce n'est pas surprenant en Angleterre. Vous savez, il y avait quelque chose qui m'avait toujours surpris. Dans les années 77, enfin 70, par là, et les Fawlty Towers. Fawlty Towers, c'est par les Monty Python. Ils avaient fait une série de 12 épisodes, comme ça, qui s'appelle les Fawlty Towers. Et dans les Fawlty Towers, dans les années 70 déjà, il y avait dans le casting de cette série un seul noir. Mais vous savez ce qu'était le noir? C'était le médecin psychiatre. C'est pas un noir balayeur, c'est pas un noir qui fait le ménage, c'est pas un noir agent de sécurité. Le seul noir dans cette série, dans les années 70 déjà, c'était un médecin psychiatre. Donc en Angleterre, on avait pris l'habitude depuis très longtemps. Vous savez, dans les années 70 aussi, le premier présentateur noir d'origine jamaïcaine, Trevor McGregor,
Trevor McGregor, était d'origine jamaïcaine et il était un des présentateurs vedettes de la BBC dans les années 70. C'est pas en France, depuis Harry Roselmack, qu'on a commencé à s'émouvoir, à considérer que bon, voilà, maintenant on nomme des Noirs à ces postes-là. Il s'agit finalement de banalisation. Il faut plus que ce soit un événement qu'on nomme un Africain dans un pays européen à des postes ministériels, parce que des Africains éminents font des choses fantastiques tous les jours. Mais il faudrait banaliser à un point que même le boulanger soit noir, d'origine camerounaise, que ça n'émeuve plus personne. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous brandit ça comme un trophée d'intégration, et c'est ça qui me fatigue un peu. Parce que non, mais ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a plus rien d'exceptionnel depuis que Barack Obama est devenu président des États-Unis. Qu'un noir soit ministre des Finances, fut-il en Angleterre. Et alors, oui, il y a longtemps qu'ils sont British citizens. Certains sont nés British citizens, en étant d'origine ghanéenne ou sierra-léonaise. Monsieur Cleverly, James Cleverly, qui est aux affaires étrangères. Oui, sa mère est d'origine sierra-léonaise. C'est connu depuis longtemps. Sans oublier celui-là, Braverman, qui est d'origine indienne. Kenyan. Oui, ouais. Bon, d'origine indienne, mais ayant, enfin, c'est les Kenyans, les Indiens de la diaspora indienne d'Afrique aussi. C'est les Ismaélis habituellement. Mais maître, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est le parti conservateur qui ouvre, si on peut le dire, plus la porte. On avait vu, comme je l'ai déjà dit, avec Boateng, le parti travailliste sous Tony Blair. Attendez, oui, non. Tout ça, il faut décomplexer. Hein. Le parti conservateur, il n'est pas, enfin, on va dire, moins racisé que le parti travailliste. Non, pas du tout. En Angleterre, ces choses-là sont, enfin, malheureusement, pour ceux qui croient que les Anglais sont un bloc monolithique et racisé. Non, pas du tout. Le communautarisme à l'anglaise est en train de faire la preuve contraire de ce que les Français ont toujours voulu, c'est-à-dire l'intégration au forceps. Oui. On les laisse être ce qu'ils sont. On a des agents de police qui sont sikhs et qui sont enturbanés. Ça ne dérange pas la police anglaise d'avoir des agents enturbanés et qui font bien leur job. En France, on va faire tout un foin parce qu'une femme a porté un voile à l'école. Donc vous voyez, on est dans deux systèmes de référence sociologique et philosophique complètement différents. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une ouverture vers l'Afrique, maître? On peut l'interpréter pas du tout. Ah non, non, non. Alors là, pas du tout. Vous savez, at some point, you can get any British than Mr. Boateng. Pour dire que ce monsieur, il est pétri d'anglicisme, il est foncièrement anglais, mais il est d'origine africaine et il l'assume très bien. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas interpréter ça comme une meilleure place donnée à l'Afrique, etc. En Angleterre, en tout cas, le gouvernement britannique, il s'en fiche littéralement. Vous êtes bon, quelle que soit la couleur de votre peau et vos origines, on viendra vous chercher. Et bon, de la même façon que, si à un moment donné... Mais on a quand même ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui va gérer les immigrés qui viennent de Sangatte et puis de Calais. Hein. C'est le dossier qui échoit à une femme d'origine étrangère, elle-même d'origine immigrée. Donc vous voyez, les Anglais ne sont pas dans ce genre de problème, ça ne leur pose pas de difficulté, il n'y a pas de paradoxe. Elle va faire le job, et si elle ne le fait pas correctement, le parti lui dira, non, tu as trahi la logique et la ligne du parti, tu vas laisser la place. Selon vous, c'est l'africanité finalement qui est dégagée ou l'afrophilie? Ni l'un ni l'autre. Attention, non mais c'est pas parce qu'on a nommé 3 membres du gouvernement, dont 2 sont d'origine, enfin, tous 3 étant un lien avec l'Afrique, que ça va s'interpréter comme l'afrophilie. Alors, dans le gouvernement suivant, s'il n'y a pas de candidat africain, on va dire, ça y est, ça devient de l'afrophobie? Non, pas du tout. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, dans le casting, il y avait des gens qui étaient d'origine africaine. Bah, c'est tout. Mais c'est d'abord et avant tout des sujets britanniques. Point.
dans le système anglais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, second sujet, le président russe Poutine n'est pas invité aux funérailles de la reine Elisabeth II. Ce n'est pas une surprise selon vous? Non. Non, écoutez, à partir du moment où on a décrété qu'il était le paria international, pourquoi on va l'inviter à un événement où il va s'afficher parmi ceux qui sont ses contenteurs les plus actifs? Ce serait peut-être trop d'honneur à lui faire. C'est pour ça qu'on ne l'invite pas, mais je ne pense pas que M. Poutine en soit malade. Hein. Même aucun dirigeant russe. C'est plus la Russie qui est visée selon vous, ou bien c'est Poutine? C'est la Russie de Poutine. C'est la Russie de Poutine qui est punie, qui est ostracisée, qui est complètement mise au banc des nations, parce que ils ont commis, d'après l'Occident conceptuel, le péché impardonnable d'avoir attaqué un pays qui se trouve être un de leurs filleuls, mais un de leurs filleuls politiques et idéologiques. Mais quand ils attaquent, eux, l'Irak, bombardent la Syrie, etc., il n'y a personne pour dire que vous êtes des parias et il n'y a personne pour punir, personne pour prendre des sanctions. Donc vous voyez qu'on est dans un monde quand même où on est en train de faire des choses très graves contre la paix dans le monde, sans sanction du tout. Mais quand quelqu'un d'autre le fait, eux, ils ont le droit de décréter que c'est mauvais et au nom de leur décret, considérer que cette personne ne doit plus... mais on interdit même la Russie de Coupe du Monde, la Russie de compétition, c'est-à-dire un athlète russe qui n'a aucun penchant politique, pro-Poutine ou pas, on s'en fiche littéralement. Parce qu'il est russe, il est banni de toute compétition. On fait ça, hein. Si, on fait ça. Aujourd'hui. Au nom de la démocratie, on fait ça. Mais quand il s'agit de bombarder les Vietnamiens, etc., il n'y a personne pour s'opposer, il n'y a personne pour sanctionner. Non, pas du tout. On est les maîtres du monde. C'est ça qui doit changer dans les mentalités. Ils ne sont pas les maîtres du monde et le monde doit pouvoir leur dire aujourd'hui que ça aussi, ça doit changer. Cette espèce d'arrogance unilatéraliste doit changer aussi. Il n'y a pas que la Russie de Poutine, il y a également la Biélorussie du cher ami de Poutine, Alexandre Loukachenko. Oui, bon, d'accord. Alors, dans le même temps, on fait des mamours à l'Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar, dans le même temps. Bon, d'accord, l'Arabie Saoudite n'a pas eu la mauvaise idée d'aller attaquer un pays allié. Bon, d'accord. Mais c'est un peu ça le problème. Donc vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures, dire que d'un côté c'est mauvais et de l'autre c'est bon. Alexandre Loukachenko, attendez, d'accord, il ne fait pas partie des mammifères de ma prédilection, mais quand même, soyons d'accord que si on parle souveraineté, si on parle vilainie, à mon avis, il le dispute au prince d'Arabie Saoudite, hein. D'accord. Mais non, là, c'est les amis des États-Unis. Il n'est pas question d'y toucher, il n'est pas question de critiquer. Non, à un moment donné, on a trop de fois pris le reste du monde pour des niakoués, des laissés pour compte, des rien du tout. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise non, on ne veut plus être traité comme ça par personne dans le monde. Et vous allez voir, ça va changer. Et pourtant, après la mort, on a vu, dès qu'il a appris la mort de la reine Elisabeth II, on a vu la réaction de Vladimir Poutine qui a salué... C'est un grand homme d'État. Vladimir Poutine est d'abord un homme d'État qui défend les intérêts de son pays. Point final. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il défend les intérêts de son pays, commande aussi d'avoir la lucidité. Lorsque un fait mondial de l'importance du décès de de la reine Elisabeth II soit salué avec la gravité qui s'y est, la gravité politique qui s'y est. Et il l'a fait en homme d'État. Point final. On voit déjà l'impact de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que, quand on n'invite pas, par exemple, Poutine aux funérailles de la reine Elisabeth, vous voyez d'autres impacts sur le monde, la politique actuelle? Que Poutine ne vienne pas aux funérailles de la reine d'Angleterre? Zéro impact. Mais attendez, mais non, mais on s'en fiche totalement. Mais elle sera un intérêt quand même, royalement, avec toute la dignité qui l'accompagne.
Mais Poutine ou pas Poutine, ça ne changera rien. Et attendez, qu'est-ce que la présence de Poutine à ses obsèques va changer dans la conduite des affaires du monde? Rien changer du tout. Il a pourtant des liens étroits avec la reine Elisabeth II. Mais parce que, justement, dans son parcours d'homme d'État, il a eu à considérer que le pouvoir pouvait se trouver de ce côté-ci, et il a eu à considérer que cette personne symbolisait une façon de diriger les affaires du monde qui n'était pas agressive, qui n'était pas ostracisante, et qui n'était pas arrogante. Voilà. Connaissant Poutine, Maître Éric Emmanuel Sosa, il aura du mal à apprendre cela. Il aura du mal à apprendre cette nouvelle. Je ne pense pas que ça trouble son sommeil. Hein. Je ne pense pas. Non, mais attendez. Actuellement, selon vous, son sommeil est il n'est plus invité. Il n'est plus invité nulle part. Probablement par la percée. Oui, bon, par la percée, la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Qu'on nous dit. C'est vérifié, mais écoutez, qu'on nous dit, parce que bon, écoutez, quand même, il y a une catéchèse dédiée. Hein, il y a une presse. Alors, quand c'est la Russie, c'est une presse qui est sous contrôle. Quand c'est l'Occident, elle n'est pas sous contrôle. Attendez, mais quasiment toutes les rédactions d'Afrique biberonnent à l'AFP, à l'agence France Presse. Les autres, c'est CNN et la BBC qui leur donnent la matière première. Alors, c'est la catéchèse de la BBC. Attendez, ça m'étonnerait beaucoup qu'à la BBC se trouvent des journalistes suffisamment critiques pour aller dire que non, ce qu'on nous dit n'est pas tout à fait vrai et que, finalement, c'est de la propagande pro-ukrainienne. Il faut entretenir aussi le psychique de ceux qui combattent. C'est peut-être surprenant parce que quand la Russie faisait ses percées, ces chaînes en parlaient aussi. Oui, ils en parlaient pour dire, attendez, ces odieux Russes, ils sont en train de bombarder des écoles et des hôpitaux. C'était pour dire ça plutôt. Ils disent pas que c'est des percées, ils disent que c'est des actes barbares et que ça allait être traduit devant la CPI. Mais quand il y a une contre-offensive, la contre-offensive, c'est sur des sacs de patates qu'elle s'exerce. Non, mais franchement, faut être sérieux. Attendez, il ne s'agit pas de venir dire que la Russie a bien fait d'attaquer l'Ukraine. Non, le droit international interdit qu'un pays attaque un autre pays souverain. D'accord? On est d'accord là-dessus. Maintenant, les causes profondes de cette guerre sont à chercher aussi dans le comportement de l'OTAN et de l'Union européenne, mais pas uniquement dans la folie supposée de M. Poutine, qui n'est pas plus fou que ceux qui sont en train de le critiquer. Il n'est pas devenu mon ami, mais je dis il faut quand même observer les choses avec objectivité. Non. Maître, on termine par la Guinée. Mamadi Doumbouya, le chef de la junte dans ce pays, est visé par une plainte déposée jeudi à Paris pour complicité de torture, d'homicide volontaire par les opposants du Front National pour la défense de la Constitution. Et on parle également de 4 familles de victimes. D'abord, la plainte à Paris. Le lieu, ça vous dit quoi? C'est la question de la compétence universelle. Quand vous êtes sujet français, que vous avez commis un fait qui est susceptible de recevoir une qualification pénale dans le droit français et dans le droit du pays où les faits ont été commis, la justice française peut vous poursuivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dès l'instant qu'il est prouvé qu'il est sujet français, de nationalité française, il est justiciable des juridictions françaises. C'est ça ce qui se passe. Alors la justice guinéenne a dit qu'elle va collaborer. Vous pensez que cela peut se faire sans l'interférence du côté politique? Il s'agit d'un homme politique qui, pour l'instant, tient les manettes de la gouvernance politique en Guinée. Donc forcément, le biais politique sera activé, oui. Ça peut avoir des conséquences, hein, parce que techniquement, la plainte a de bonnes chances de prospérer. Bon, maintenant, M. Doumbouya, s'il est toujours président de la Guinée, il aura les immunités qui accompagnent son statut de président de la République de Guinée. Mais s'il perd cette immunité, il est vulnérable vis-à-vis du droit français, dont il est par ailleurs un sujet. Alors, sur ce plan aussi, selon certains, il n'est pas élu. Cela peut véritablement jouer sur lui. Pour l'instant, il n'est pas élu. Peut-être demain. C'est pour ça que je dis, ça peut lui donner des idées. Donc, ce qui se passe n'est pas complètement anodin. Ça peut changer la donne. Parce que, attendez, supposons, il ne se présente pas
parce que constitutionnellement, on est en train de penser à réformer la constitution guinéenne aussi. Hein. C'est sur la table, d'accord? Supposons que quelqu'un d'autre soit élu à sa place et que ce soit un de ses opposants. Vous pensez qu'il lui fera cadeau? Il va l'envoyer en France, qui est un autre pays à lui, pour qu'il soit jugé. Puisque la justice guinéenne n'a rien fait pour condamner ses actes. Il n'y a pas eu de poursuite exercée en Guinée. Alors, selon vous, est-ce que cette plainte ne va pas durcir la position de Mamadi Doumbouya? Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. Ça peut lui donner des idées, ça peut l'emmener à considérer que finalement, il vaudrait mieux passer par toutes les ficelles disponibles pour se maintenir au pouvoir ou pour obtenir le suffrage universel à son avantage. Alors, selon vous, pourquoi la justice guinéenne n'est pas sollicitée dans cette affaire? Mais parce vous avez dit tout à l'heure que c'était politique. Parce que la justice guinéenne, elle est complètement fébrile devant un chef d'État aussi galonné et avec des fusils partout. Ils sont pas fous, les juges guinéens. Non mais soyons sérieux. Attendez, on tabasse les gens qui circulent dans la rue et qui réclament je sais pas quoi, enfin, un peu plus d'ouverture politique. Et vous êtes juge assez fou pour aller dire que des fous furieux comme ça, vous allez les arrêter? Il va dire qu'il vienne le juge. Donc il va pas venir le juge. Donc il n'y a pas un seul juge qui aura le courage d'aller dire qu'il va instruire une affaire comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé avec Dadis Camara. C'est pour le procès du 28 septembre et qui va, je l'espère, s'ouvrir bientôt. Mais si on n'a pas pu le faire jusqu'à présent, c'est parce que personne n'a eu le courage physique et politique d'aller affronter cela. Donc on ne le fera pas plus en Guinée maintenant contre M. Doumbouya. Alors au niveau africain, Maître Éric Emmanuel Sousa, il n'y a pas de justice compétente? Si, nous avons les cours africaines de justice qui n'ont pas été saisies. Elles ont jugé Hissène Habré, mais après Hissène Habré, d'accord? Et il s'est trouvé un pays pour permettre la poursuite du Hissène Habré. C'était le Sénégal. Bon, pour l'instant, Doumbouya est au pouvoir. Et il n'est pas bienséant d'aller s'attaquer à ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous savez, si vous voulez vous attaquer au lion, vous devez être sûr qu'en y allant, vous ne mettez pas votre vie en péril. Voilà. Donc, si vous le blessez, il risque d'être plus dangereux et vous plus vulnérable. Au même moment, au niveau de la France aussi, on voit quelquefois des manquements, des retards. On se souvient de cette plainte déposée par un membre de la famille de Ibrahim Koulibaly, dit IBC en Côte d'Ivoire, contre Guillaume Soro, qui n'a jamais été portée. Ça, ce sont les vicissitudes de la procédure. Je ne sais pas quelles sont les causes du ralentissement de cette affaire et pourquoi elle ne prospère pas. Mais techniquement, je vous dis, il n'y a pas de raison que cette plainte ne soit pas reçue. Et si elle est reçue, elle est traitée. Mais dans le traitement de la plainte, il y a finalement la disponibilité aussi des preuves et des personnes qui sont poursuivies. Donc, bon, peut-être que, je sais pas, des éléments m'échappent sur le dossier dont vous parlez. Mais bon, la justice française est saisie. Mais Mamadi Doumbouya ne me semble pas vouloir aller faire une promenade touristique en France sur la Côte d'Azur en ce moment. Donc il va se tenir à carreau jusqu'à ce que son cas politique soit réglé avant de savoir comment la justice française va pouvoir s'occuper de cette affaire. Au même moment, est-ce qu'on peut dire, maître, que l'étau se resserre autour de Mamadi Doumbouya? Il aurait une nationalité française ou bien la nationalité française. Et puis on connaît la force de ce front, le Front national pour la défense de la Constitution. C'est un regroupement des membres de la société civile, des partis politiques et autres. Mamadi Doumbouya, pour vous, ça risque d'être dur pour lui? En tout cas, ça ne va pas être facile, parce que nous avons un front déterminé à le combattre, pour des raisons qui sont tout à fait justifiées, parce que bon, il y a un rétrécissement inquiétant de l'espace politique, et la façon dont les choses sont conduites, avec parfois de la violence militaire et policière, n'est pas une indication encourageante sur l'avenir des rapports
entre ce pouvoir et la population guinéenne. Donc oui, effectivement, il a du souci à se faire. Et si la France, qu'il a choisi comme étant son deuxième pays, c'est le pays de sa femme notamment, s'il a choisi la nationalité française, c'est son choix, il faut qu'il comprenne que avoir la nationalité française, ça n'a pas que des avantages, ça a parfois des inconvénients. C'est tout. Donc là, il est en train de vivre les inconvénients. S'il n'avait pas la nationalité française, l'affaire de la compétence universelle n'allait pas aujourd'hui le toucher. Voilà. Alors, maître, on a étudié l'autre côté, ça peut pousser Doumbouya à s'éterniser au pouvoir. Oui. Au même moment, malheureusement, c'est l'Afrique qui trinque. Ouais. Voilà. Au même moment, cette plainte, ça peut faire réfléchir Mamadi Doumbouya. Continuer la répression risque d'être dans l'avenir un peu compliqué pour lui. Oui, c'est vrai, ça c'est bien vu. Mais bon, maintenant, vous savez, est-ce que ça a déjà dissuadé ces gens-là? Pas beaucoup, hein. Le pouvoir kaki et le pouvoir kaki. C'est-à-dire, on est arrivé au pouvoir par la loi de la force, on s'y maintient par la loi de la force. Donc, bon. Voilà. Après, vous êtes déçu par le pouvoir kaki en Guinée? Complètement, oui. Complètement. Je ne m'attendais pas à cela. Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'on dégénère dans les mêmes travers que ceux qu'on a reprochés à Alpha Condé. Je ne m'attendais pas à ça. Sauf que, bon, à la différence près, que c'était encore eux qui faisaient le job sous Alpha Condé. Donc, en fait, ils sont totalement dans une cohérence impeccable. Voilà. Vous voyez une porte de sortie avec la médiation de la CEDEAO portée par l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi? Il faut espérer que la junte comprenne qu'elle n'est pas à sa place et que bon, le pouvoir revienne. Je le dis tout le temps, à force de me fatiguer les pharynx, c'est pas leur place, d'accord? Donc à un moment donné, il faut que les choses reviennent à la normale et que dans ces trois pays malades, Burkina Faso, Mali et Guinée, on revienne à un mode de fonctionnement normal, un mode normal de gouvernance. Pour vous, le Mali est aussi malade? Oui, parce qu'un coup d'État est une anomalie. Un coup d'État, écoutez, ça reste une maladie de la démocratie, d'accord? Donc acceptons-le comme ça. C'est une mauvaise fièvre dont il faut toujours faire l'effort de se guérir. Voilà. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes un célèbre avocat au barreau du Togo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, surtout tous les mercredis. Merci. À très vite. À très vite. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.